Je sais que tous les Québécois sont concernés par l'avenir de la langue. Peu importe que tu travailles dans une shop 18 heures par jour. Moi, j'ai rencontré à Trois-Rivières, après un spectacle, 3 soudeurs avec qui j'ai parlé de l'indépendance du Québec pendant très, très longtemps. Puis, c'est pas parce que tu fais de la soudure que tu fais rien que ça dans ta vie puis que tu n'es pas un citoyen dans ta cité. T'sais. Puis, dans ce sens-là, je suis vraiment heureux puis content que vos organisations syndicales aient des préoccupations par rapport à ça. Non seulement comme travailleur, vous avez le devoir de faire protéger vos droits, mais aussi comme citoyen, si on pense que ça vaut la peine de continuer à fournir à la francophonie une vitalité puis une vision différente du monde et de l'Amérique du Nord, bien, on a le devoir collectivement de continuer à parler français, d'être fiers de ça, puis d'accueillir ceux qui viennent nous joindre avec le sourire en parlant français. Moi, il me semble que ça va de soi. Et par rapport à ça, il faut se méfier énormément. Il y a des forces obscures qui essaient de nous enfermer, de nous rapetisser, de nous dire que si on tient aux Français, on est replié sur nous-mêmes, fermé sur le monde et xénophobe. Ça, c'est de la merde, il ne faut pas écouter ça. Ceux qui font ça, c'est Paul Desmarais puis la presse. Puis eux autres, ils ont avantage à faire ça. Nous ne mesurons pas la force de notre pouvoir d'achat lorsqu'il devient collectif. 50% des lecteurs de la presse sont souverainistes. Si tous les souverainistes se désabonnent de la presse, André Pratt, c'est fini, on n'entend plus jamais parler. Combien parmi vous, puis là, je vous parle de la presse parce que moi vous connaissez mon combat pour la souveraineté du Québec, puis parce que je crois en nous profondément, mais si vous avez des idées, des idéaux, des valeurs auxquelles vous adhérez puis vous croyez fermement, mettez votre argent au service de ces valeurs-là. Quand on achète de la bière, sur les caisses, c'est marqué fabrication syndicale. T'sais. Donc, vous savez que c'est des confrères syndiqués qui ont fait cette bière-là. Vous achetez de la bière qui est fabriquée par des syndiqués parce que vous, ça vous tient à cœur. C'est normal. Si vous croyez à l'indépendance du Québec, financez pas vos ennemis. Donnez pas d'argent à la presse. La presse, je la lis sur Internet gratuitement parce que je veux savoir ce qu'ils pensent, mais je leur donne plus d'argent. Dans une bataille, on ne doit pas financer nos ennemis. C'est la première règle. Puis disons que je pourrais terminer tout ça peut-être justement en relatant, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, en relatant le parcours de nos ancêtres sur le continent nord-américain. Maintenant, essayons de nous imaginer qu'est-ce que ça pouvait être pour les explorateurs comme Radisson, des Groseilliers, de se rendre jusqu'aux Rocheuses en canot et en raquette. Puis il n'y avait pas de skidoo puis de canoë à l'époque, là. Là, ici, il y a une tempête de neige, là, on descend, puis là, maudit, il faut déblayer, puis là, on pèse sur le démarreur à distance, puis maudit qui fait fret, puis c'est comme... Nous avons eu des ancêtres qui étaient des géants, des gens plus grands que nature, qui ont survécu à un climat qui était d'une hostilité. Je veux dire, moi, j'ai des amis sénégalais qui sont arrivés ici au mois de janvier, là. Ils pensaient que les oreilles allaient y tomber du corps tellement qu'il faisait fret. Il ne croyait pas à ça. C'était impensable pour lui d'être dans ce climat-là. Ça n'avait aucun sens, c'était de la folie. Évidemment, en hiver, tu te mets une tuque. C'est sûr, tu perds 80% de ta chaleur par la tête. Mais nos ancêtres ont eu du génie. Les Amérindiens ont montré aussi à nos ancêtres comment vivre dans cet environnement-là. Et aussi, au lieu de maudire l'hiver puis de dire que c'est une saison maudite, on pourrait aussi nous rendre compte des avantages qu'on a par rapport à l'hiver. D'une part, nos ancêtres, quand on dit que le Québec, il fait bon vivre au Québec, qu'on est joyeux, qu'on a le sens de la famille puis de la fête, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on était, à l'époque de la paysannerie, à peu près les seuls qui avaient du temps libre. Pourquoi? Parce qu'en hiver, il ne se passe plus rien pour un cultivateur. Ou du moins, c'est plus relax, vraiment plus relax. On répare l'équipement, mais... Donc, à partir du mois de novembre, les conserves sont engrangées, les provisions sont faites. Donc, on a le temps, en hiver, de voyager et d'aller voir la famille. Ce qui est absolument impossible pour des paysans africains ou français, parce qu'eux autres, ils travaillent à l'année longue. Et ce climat-là nous sert aussi... en hiver, tous les microbes sont tués parce qu'il fait trop fret. C'est comme les oreilles du Sénégalais. Je veux dire, ça ne peut pas tenir, ça peut pas survivre parce qu'il fait trop froid. Donc, nous, ici, on a été très chanceux parce que en Europe, il y a eu des pestes puis des maladies. En Afrique, le paludisme, parce que dans les milieux humides et chauds, les maladies prolifèrent. Nous autres, à chaque hiver, on repart le compteur à zéro.
Donc, on n'aura jamais d'immenses maladies qui vont durer pendant 10 ans. T'sais. Donc, ce qui nous apparaît comme étant un bad trip, la froideur de l'hiver, est en fait un gage de bonne santé. Puis c'est comme ça aussi pour les pays du Nord, les pays scandinaves. Ils ont aussi ce même avantage-là. Donc, au lieu de maudire l'hiver, habillons-nous, au lieu de le nier aussi, parce que c'est sûr que si tu es en talons hauts et en mini-jupe, puis là, tu vas sacrer contre l'hiver, parce que ça n'a pas de bon sens. Mais si tu t'habilles comme il faut, comme le faisaient nos ancêtres avec des grands manteaux puis une ceinture fléchée, parce que la ceinture fléchée, c'était à l'origine pour cintrer le grand manteau de fourrure pour pas que la bourrasque rentre par en dessous, bien, si tu t'habilles en fonction de l'environnement, bien, je veux dire, tu vas avoir du plaisir. Ça, c'est clair. Donc, dans ce sens-là, je crois qu'on aurait avantage. Puis moi, ça m'énerve d'entendre Bazo puis tous les animateurs de radio. « Ah, il neige, maudit hiver, il neige. » Mais oui, mais j'espère qu'il neige. On est au mois de janvier au Québec. C'est correct, tu sais, c'est comme... il prend, je veux dire, c'est plate pour l'automobile, OK, mais il prend des skis de fond, vient-t'en au bureau. Je ne sais pas, moi, c'est comme à un moment donné, vas-y pas au bureau. Ça se peut que des fois, dans le temps, quand il était pogné en traîneau puis il y avait une tempête, bien, il attendait 3 jours, puis après ça, il s'en allait quand il faisait plus beau. C'est comme... C'est correct aussi de se rappeler qu'il y a des saisons et de vivre au rythme de ces saisons-là aussi. Et donc, c'est ça, dans le texte qui suit, je reviens sur la grandeur de ceux qui nous ont précédés et sur la réflexion que ça peut nous apporter comme modèle, dans le sens où on n'a pas le droit d'être, nous, petits et minables, quand on a eu des ancêtres aussi grands que les nôtres. Ça s'appelle les géants, le texte. Nous sommes issus d'un sol immense qui nous a tissés, métissés, rebus de brins de laine tressés, très serrés, sans couture au sein d'une ceinture fléchée, comme quelques queues clinquantes de comètes effilochées. Et si l'on suit le fil de notre textile, mène à la sortie du labyrinthe de Pan qui nous éreinte depuis qu'ils ont mis nos torts dedans. Ils ont conquis nos territoires, pillé notre histoire et volé notre mémoire. Avec leurs thèses de fous, ils nous ont dit « Taisez-vous, vous ne valez pas 10 sous, vous n'êtes pas vous, vous êtes nous, vous êtes dissous. Notre substrat vous subsume et la comparaison vous consume. » Faux! Nous venons d'avant, nous sommes antérieurs, nous sommes des créateurs, nous sommes des créatures, pas des caricatures. Notre maison n'a pas de cloison, mais 4 saisons. Acclimatés au climat et faisant fi du frima, nous avons parcouru par ses artères tout un continent titan. Notre espèce s'aspire à l'espace et son empreinte est partout. Tapis dans la toponymie, gravé dans le granit, égrené sur la grève, arc-bouté dans les arches de nos dingues digues dignes de la muraille de Chine, dans les champs essouchés sous la lune, et les racines d'un être qui ne peut plus plier. C'est une histoire riche qui n'est sur aucune affiche et qu'on a laissée en friche. Dans nos caboches, ce n'est que roche et fardoche, cosmogonie à l'agonie dans le tome fantôme du grimoire d'une mémoire moisie. Sur nos épaules, on porte pourtant le pack-sac d'un passé épatant. Mais allons-nous mourir en nains quand nous sommes nés géants? Sitôt venus au Nouveau Monde, on a dompté les hivers et fabriqué de la terre. On avait la tête à la fête et le cœur au labeur. Opiniâtre, on n'a jamais laissé mourir le feu dans l'âtre. Car nous avons la tête à Papineau, la longue langue agile de D'Acosta, le cœur corsaire de d'Iberville qui envoie en nos veines le pur sang mêlé, mêlé de Riel et des Premières Nations. Nous avons l'aviron de Radisson, la vigueur de la Vérandrie, les jarrets de Joliette, et tous les talents de l'intendant Talon. En somme, nous sommes des surhommes uniques, générés par le génie génétique de l'Europe et de l'Amérique. Inéluctablement, nous voguons vers le néant. Mais allons-nous mourir en nains quand nous sommes nés géants? Merci.